Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission de Rennes Channel qui a pour thème repenser le recrutement à l'ère de l'IA, identifier ses atouts et savoir les communiquer. Donc, je me présenterai en dernier, mais je vais déjà laisser la parole à nos deux invités témoins qui sont Philippe Buyen et puis Kane Michel. Donc, Philippe, je vous laisse vous présenter. Eh bien, bonjour Florence, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Philippe Buyen, je suis le directeur général de Capifrance. En quelques mots, Capifrance, si les modèles de mandataires existent, c'est grâce à Capifrance, puisque le fondateur, au début des années 2000, a eu la bonne idée de penser que la vitrine physique ne se justifierait plus pour entrer en contact avec le client final, vendeur ou acquéreur, et a pensé que la super vitrine ou la supra-vitrine serait le web. Et donc on a mis en place ce modèle au début des années 2000. C'est paraît complètement évident aujourd'hui. Et quand on voit le rent, on se rend compte de la place des mandataires aujourd'hui. Mais c'était quand même très audacieux il y a un peu plus de 20 ans. On a un positionnement très clair. C'est que pour nous, l'immobilier, c'est pas une activité d'opportunité, c'est un vrai métier. Donc on s'est évidemment organisé dans ce sens-là. Et puis on a une approche de l'immobilier qui est un peu différente de ce qui existe en France, puisque l'immobilier en France est très segmenté. On travaille beaucoup par silos. Il y a ceux qui font de la transaction dans l'ancien, il y a ceux qui font du neuf, il y a ceux qui font de la gestion. Et chez Capifrance, on adresse tous ces métiers, évidemment, avec des spécialistes dans chaque domaine. Et nous avons un peu plus de 2700 conseillers en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Merci Philippe. Kane ? Et pour ma part, bonjour à toutes, bonjour à tous également. Je m'appelle Ken Michel, je suis un des cofondateurs de Basile, la solution de recrutement par cooptation leader en France avec plus de 150 clients. Nous, notre promesse chez Basile, ça va être d'accompagner les organisations, les entreprises pour vraiment augmenter leur volume de recrutement par cooptation. La cooptation, c'est issu de la recommandation des collaborateurs ou des membres du réseau. Et donc notre promesse, ça va être de multiplier par 2 à 3 ces recrutements par cooptation et d'en faire le premier canal de recrutement d'une entreprise ou d'une organisation. C'est comme ça qu'on travaille avec notamment Capifrance, qui réalise la moitié de ses recrutements issus de recommandations de ses mandataires, ou encore des entreprises comme Safran qui, grâce à nous, font plus de 1000 embauches chaque année en CDI issues de la cooptation. Donc j'ai cofondé cette société il y a 7 ans et depuis 3 ans maintenant on a rejoint le groupe HelloWork. HelloWork qui est le leader français du recrutement digital avec 600 collaborateurs, plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui propose à l'ensemble des entreprises françaises tout un panel de solutions. Alors, la première d'entre elles, c'est la plateforme hellowork.com que vous connaissez peut-être, qui s'appelait anciennement Région Job, une société qui a été cofondée à Rennes il y a maintenant près de 30 ans. Et qui donc est, on va dire, qui est un job board, donc un moteur de recherche d'emploi qui est le seul concurrent réel de Indeed en France. Et autour de ça, la vocation de ce groupe auquel on appartient maintenant est d'offrir à l'ensemble des entreprises françaises un maximum de moyens de répondre à leurs enjeux de recrutement avec beaucoup de solutions qui vont aller de la marque employeur jusqu'au recrutement programmatique, c'est-à-dire via des publicités sur les réseaux sociaux, ou encore la cooptation avec Basile. Merci Kane. Et effectivement, Basile HelloWork, très très belle entreprise française dont on est très fiers. Alors moi je connais puisque je vais me présenter. Je suis Florence Sobat, je suis une ancienne DRH. J'ai d'ailleurs travaillé pour le groupe Safran. Et depuis 9 ans, j'ai créé mon cabinet de conseil et de formation sur la transformation digitale et l'accompagnement des entreprises, sur la marque employeur, où on fait beaucoup d'accompagnement. Et puis depuis 2 ans et demi, sur l'accompagnement au passage à l'IA. J'aurai l'occasion aussi de donner quelques exemples, puisque c'est non pas une transformation technologique, ça l'est dans le fond, mais c'est une véritable transformation culturelle dans les façons de travailler qu'il faut avoir avec l'IA. Et ça va être le fil directeur de notre émission, et on va déjà démarrer sur la première partie de l'émission, c'est comment aujourd'hui l'IA interfère dans le recrutement, que ce soit dans la préparation du recrutement, que ce soit dans la réalisation des entretiens, que ce soit sur la sélection des profils. Donc Philippe, je me tourne vers vous et je vous demande, en fait, dans un réseau comme Capifrance, quel est l'usage de l'IA dans le recrutement et quelle partie entre l'IA et l'humain vous mettez en place? Alors, si on considère que l'IA est un assistant, on s'est posé la question de comment on peut l'intégrer dans notre processus de recrutement. Et en fait,
Quand on regarde ce processus de recrutement, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est le sourcing, c'est-à-dire générer des candidatures. Et puis ensuite, il y a le traitement de ces candidatures. Donc l'IA nous est intervenue au tout début sur le sourcing, puisque notre recrutement, au moment où on se parle, est composé à 70% de personnes qui sont en reconversion professionnelle et 30% de professionnels qui soit changent de réseau ou changent de modèle. Et donc si on s'intéresse aux 70% de personnes qui sont en reconversion professionnelle, on a ce qu'on appelle des personas. Donc on a des profils différents. On a des gens qui sont en début de carrière, on a des gens, des femmes qui ont élevé leurs enfants et qui, leurs enfants grandissant, sont maintenant libres, veulent retrouver une activité professionnelle. On a des gens qui sont en dernière partie de carrière, qui se disent bon, maintenant c'est bon, le salariat j'en peux plus, donc je veux de l'indépendance, etc., etc., etc. Donc nous on a 6 personas différentes, et donc on a travaillé avec l'IA pour avoir des contenus de communication vers ces publics qui soient les plus adaptés possibles. Donc on s'en est servi comme ça, pour qu'on soit les plus pertinents dans la façon de s'adresser à ces profils. Ensuite, on a un processus, j'allais dire, plus classique, où là, l'IA n'intervient pas dans le traitement de ces candidats. Quoique, on va quand même tester très prochainement une partie conversationnelle avec ce qu'on a à peu près 40 000 candidatures par an, donc c'est quand même pas mal de traitements par nos équipes. Et donc il y a sans doute une partie conversationnelle au téléphone qui permet déjà de préqualifier les gens qui s'adressent à nous. On va le tester là avec de l'IA, mais c'est pas encore effectif au moment où on se parle. Ensuite, évidemment, on a des échanges là humains, parce que c'est en plus un métier très relationnel, donc il est important de s'assurer que les gens, dans leur façon de s'exprimer et de comprendre ce qu'on leur dit, ont les qualités requises. Et puis, à un moment dans notre processus, on a mis en place des rencontres physiques avec nos coachs qui sont sur le terrain. Et pour que nos coachs soient aussi à l'aise avec ces profils différents, eh bien, on les a entraînés avec de l'IA pour qu'ils aient des discours qui soient adaptés au profil et aux attentes de ces candidats. D'accord, donc les coachs qui sont en charge de suivre les personnes qui candidatent chez vous, de les préparer, de les former sur leur démarrage. Ouais, alors ils vont d'abord avoir un premier rôle qui est de valider le profil, donc c'est une étape très importante, et ensuite effectivement ils vont les accompagner s'ils sont recrutés dans leur démarrage, absolument en assistance. Ouais. Très bien, merci pour ce témoignage. Kane, en ce qui concerne les pratiques de recrutement, qu'est-ce que vous avez observé, vous, comme changement depuis 2 ans de la part des entreprises? Alors, bien évidemment, au-delà de l'intérêt de l'intégralité des entreprises pour l'IA, mais d'une façon plus ou moins mystique, pour être honnête, je pense effectivement que le recrutement, en tout cas, doit être repensé parce qu'il va être assez largement transformé par cette innovation technologique. Et pour être honnête, je pense que c'est vraiment bien en plus, donc à accueillir positivement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette innovation technologique a de réelles capacités sur les sujets qui sont encore des points d'achoppement aujourd'hui dans le recrutement, en tout cas de ma lecture et de notre lecture au sein du groupe Hello Work. À savoir que le premier enjeu qui a déjà été soulevé par Philippe, c'est le sourcing. C'est quand même le nerf de la guerre dans le recrutement, c'est de trouver des bons candidats. C'est même la raison d'être du groupe auquel j'appartiens. Et en réalité, ce problème n'est pas entièrement, et c'est peu dire, n'est pas entièrement résolu aujourd'hui. Et en fait, là où l'IA va avoir quelque chose d'assez génial, même si on n'a pas encore identifié, je pense, une manière très aboutie de le mettre en forme, c'est qu'elle va permettre de s'adresser à un pool de candidats bien plus important qu'aujourd'hui ne le font les moyens traditionnels, qui sont uniquement sur des candidats très intentionnistes. Ça va être aller sur un site carrière, ça va être aller sur un job board. Et en fait, si vous voulez, plus le secteur est tendu, plus les recrutements sont compliqués, plus les candidats sont en poste et moins ils sont en recherche active. Et en fait, tout le jeu de l'IA, ça va être de pouvoir identifier sur, en gros, Internet et puis toutes les informations disponibles sur Internet, quels sont les bons candidats pour mon besoin en recrutement, et les identifier et identifier aussi un moyen de les contacter. Et du coup, donc dans ce premier aspect de sourcing, c'est identifier des candidats passifs que je n'ai aujourd'hui aucun moyen d'identifier grâce au traitement de données très très large. Et la deuxième chose sur ce point de vue du sourcing, ça va être dans l'approche aussi. Donc la réplique de ce que disait Philippe sur les personas, en gros, le grand intérêt de l'intelligence artificielle des LLM, c'est qu'on va pouvoir
même encore plus que personnaliser, c'est individualiser l'approche de chaque personne, que ce soit par le contenu ou par les canaux avec lesquels on va contacter cette personne qu'on considère être un bon candidat pour tenter de l'attirer, enfin en tout cas d'amorcer un processus de recrutement. Donc vraiment le premier sujet qui est du sourcing. Ensuite il y a un deuxième sujet où l'IA est pour le coup déjà encore plus en marche je pense que sur ce premier, c'est sur la sélection des candidats. Parce que alors, de notre expérience, toutes les entreprises font face à un double enjeu de recrutement. Le premier, c'est les offres sur lesquelles on n'a pas de candidats, parce que le candidat est trop rare, le bassin d'emploi n'est pas assez suffisamment dynamique ou ce que vous voulez. Et le deuxième, c'est des offres sur lesquelles je reçois pour le coup une foultitude de candidats et je n'arrive pas trop à m'en sortir. Et du coup, je fais ma sélection, bon an, mal an, avec les mauvais moyens et pas forcément sur tous les candidats, ce qui est aussi l'intérêt d'une solution conversationnelle. Et là, du coup, ce que va pouvoir faire l'IA, c'est vraiment de mettre en œuvre déjà une sélection sur l'ensemble des candidats qu'on reçoit quand on est face à un trop-plein, mais aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui, c'est d'avoir un recrutement qui est réellement objectif, sans biais, de l'ensemble des candidats. Et je m'explique, c'est que aujourd'hui le candidat est opéré par des humains et les humains ont des a priori, les humains n'ont pas la même forme tous les jours et ça implique nécessairement un biais dans l'avis qu'on va se faire d'un candidat quand on le rencontre. Et là, ce qui va être assez magique dans l'IA, les LLM et l'aide des LLM là-dedans, c'est qu'ils vont pouvoir développer une méthodologie et des critères de sélection qui sont 100% objectifs et surtout 100% équitables en fonction des candidats qu'on reçoit. Et du coup, alors, ça va être assez magique, je pense, en termes d'objectivité et de qualité de recrutement derrière, parce que c'est ça qu'on va chercher en tant qu'employeur, organisation. Donc trouver les bons candidats sur plein de critères, que ce soit les compétences, mais aussi les qualités, le fit sur l'organisation. Et en revanche, c'est aussi là où il va falloir faire un peu attention parce que voilà, ça reste quand même une machine, ça reste une machine dont on ne comprend pas aujourd'hui et dont on ne comprendra certainement jamais tous les ressorts et les mécanismes. Et du coup, c'est là qu'il va falloir être le plus vigilant sur la balance entre copilote et autopilote, quoi. Et la bonne intervention humaine à ce sujet. Ok. Merci Ken. Philippe, je vous voyais, oui, vous avez envie de réagir par rapport à ce qu'a dit. J'écoutais avec attention ce que disait Ken, et en fait, c'est vrai que ce côté neutralité peut paraître très intéressant, mais on sait aussi qu'un recrutement, c'est aussi une histoire de personnes. Et l'absence d'émotionnel peut aussi avoir des limites négatives. Donc il faut essayer de bien concilier les deux, je pense. Merci. Je rajouterai juste pour conclure cette première partie qui est le recrutement et l'IA, qu'effectivement le sourcing c'est important parce qu'on est dans une époque quand on parle de marque employeur, la marque employeur elle a 3 objectifs. Elle a l'objectif d'attirer des candidats, elle a l'objectif de fidéliser aussi ses collaborateurs et elle a l'objectif que vous connaissez parfaitement, qui est de faire de ses collaborateurs des ambassadeurs. Parce que tout seul, une entreprise n'y arrive pas, ou n'y arrive pas suffisamment. Et donc, attirer, on est dans une époque où, démographiquement, il y a il y a à peu près, je crois, 150 000 jeunes en moins sur le marché du travail par rapport à ce qu'il y avait il y a 15 ans. On est passé de 950 000 à 800 000 ou même 750 000. Et puis, vous avez une vague d'augmentation des retraites qui, dans les 10 prochaines années, va être encore plus forte dans beaucoup de métiers. Et donc, comment identifier des candidats qui sont pour la plupart passifs aujourd'hui? Et donc, les outils d'IA dont vous avez parlé pour le sourcing et pour la différenciation persona sont véritablement utiles. Après, dans les entretiens et dans la capacité des outils IA à identifier les bonnes compétences et surtout les compétences transverses, qu'on appelle les soft skills, là, on en reparlera. C'est là, effectivement, que vous avez pointé que c'est plus touchy. Et là, l'humain a une véritable valeur ajoutée. Donc, pour la transition de notre deuxième partie, qui est de, finalement, identifier ses atouts. Parce que vous êtes dans une filière, aujourd'hui, il y a des filières qui attirent, il faut se le dire, et des filières qui n'y attirent pas. Je pense que la filière immobilière fait partie des filières qui attirent des candidats, que ce soit des candidats qui se préparent à ces métiers ou des candidats qui soient en repositionnement professionnel. Mais quand on est Capifrance, quand on est aussi Basile, vous embauchez aussi, comment est-ce que on sait identifier ses atouts et comment on les valorise pour dire, moi je préfère que les candidats ils viennent chez moi que chez mon voisin, mon concurrent. Donc est-ce que
vous avez des pistes, des conseils à nous donner en matière d'usage de l'IA pour identifier votre promesse, votre différenciation, vos atouts en tant qu'employeur. Ouais, alors, il y a plusieurs sujets dans votre question, si tant est que ce soit une question. En fait, la première question, c'est la marque employeur. Et la marque employeur, c'est comment j'attire et comment je fidélise. Et attirer, ça peut paraître facile. Fidéliser, c'est pas forcément aussi facile. Et je ne vais pas fidéliser si, d'ailleurs, ma promesse est fausse. Donc, c'est très important. Donc, et surtout qu'on est dans une activité où il y a... c'est très, très concurrentiel, très compétitif. Il y a une espèce de course effrénée au développement de certaines marques. Donc il s'agit de traiter les candidats sur des projets sérieux. On parle de projets professionnels, on engage des gens dans des changements de vie, dans des changements de modèle, donc il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. Donc il faut d'abord être clair sur son positionnement, c'est-à-dire qui je suis en tant qu'entreprise, qui sommes-nous, et qu'est-ce qu'on propose. Une fois qu'on est clair là-dessus et qu'on est sincère, normalement, quand les gens vont découvrir le métier, si l'accompagnement est en lien avec ce qui a été convenu, eh bien, ils ne vont pas être étonnés, ils vont être surpris peut-être parfois de voir que ce n'est pas si facile que ça, de faire de l'immobilier, mais ils ne seront pas normalement déçus de ce qui a été proposé par rapport à l'activité s'ils ne la connaissaient pas, et proposé par rapport à la formation, l'accompagnement, l'assistance qu'on va leur apporter. Comment l'IA peut nous aider par rapport à ça ? Je pense que l'IA peut nous aider à y voir peut-être plus clair ou sous un angle différent le positionnement par rapport à nos concurrents. Parce que quand on regarde les réseaux immobiliers, que ce soit des réseaux d'agences immobilières ou les réseaux de mandataires, facialement, pour les gens qui ne connaissent pas ce métier, c'est un peu blanc bonnet, bonnet blanc. Et donc c'est compliqué, je pense, pour un candidat de faire son choix. Et pour faire ce choix, je pense qu'il faut rentrer en profondeur. Pour moi, il faut ouvrir le capot, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette promesse. Et en fait, on a une vision, nous, de ce que sont nos concurrents. On a une vision de ce qu'on est et ce qu'on est par rapport à eux, mais l'IA peut nous apporter une espèce de neutralité aussi, le côté impartial, pas d'émotion, pas de quoi que ce soit, pour dire voilà, moi, ma promesse est celle-ci, etc., etc. Est-ce que aujourd'hui la façon dont je communique, ce que je propose est cohérent par rapport à ce que je pense être et par rapport à mes concurrents? Et là, on a des réponses qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, récemment, on a joué avec ça avec nos candidats, parce qu'ils nous demandent parfois. Comment vous vous positionnez, vous qui avez pris Capifrance par rapport aux autres? Une question un petit peu qui est sympa, hein, mais un peu naïve parfois. Enfin, elle est naïve si on la traite mal. Et il nous est arrivé de leur dire tiens, on va demander à ChatGPT ce qu'il pense de Capifrance par rapport à votre projet et par rapport à ce que je vous ai expliqué. Et il fait un petit classement comme ça. Bon, je ne vous donnerai pas le classement, mais il est pas mal pour Capifrance. Mais voilà, on peut se servir de l'IA aussi pour ça. Effectivement, et les candidats recherchent à chaque fois des choses différentes. Il y en a qui vont être très orientés sur la transition écologique, d'autres sur la cohésion d'équipe, d'autres sur le management interne, d'autres sur la qualité de vie au travail que vous offrez. Et donc, c'est effectivement s'adresser à des profils différents, comme vous l'avez dit précédemment, et pouvoir se distinguer. Si moi, j'ai envie de rentrer demain dans la filière immobilière, qu'est-ce qui fait que je vais aller chez vous plutôt que chez votre concurrent? Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je passe le relais à... J'ai cru que c'était une question, j'ai failli vous répondre. Mais, mais vous pouvez me répondre, on a encore un peu de temps. Donc on en reparlera après. Kane, qu'est-ce que vous voyez comme façon de faire des entreprises au sein du groupe Hello Work pour justement mettre en avant leurs points de différenciation, leurs promesses, leurs atouts et faire en sorte que les gens viennent chez eux? Alors, plusieurs choses. Déjà, sur ma casquette Basile, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'on déploie notre produit, donc notre produit, sa raison d'être, ça va être de déployer un dispositif de communication dans un premier temps qui va engager les collaborateurs et en faire des ambassadeurs de l'entreprise dans une bien plus large mesure que ce qui existe spontanément. Donc en fait, la première chose qu'on voit, c'est que quand on demande à ses collaborateurs d'être des ambassadeurs, ça force à faire ce travail d'identification des atouts. Parce que nécessairement, si on veut qu'ils vendent leur entreprise, il faut leur donner les bons arguments de vente. Donc en fait,
nous, ce qui est assez rigolo en fait dans notre approche, c'est qu'on ne vient pas pour ça, mais en général, on est souvent le théâtre de cette réflexion sur les atouts et aussi de la synthèse, parce que le deuxième biais, c'est je peux être conscient de mes atouts, mais comment je fais pour le diffuser à un large nombre? Eh ben, il faut que les messages soient percutants, soient simples, soient synthétiques. Et du coup, on va participer à ce travail. Bon, c'est pas très IA, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose qu'on met en œuvre avec notre solution. Après, au sein du groupe Hello Work, effectivement, ce qu'on remarque, c'est que aujourd'hui, dans un environnement très concurrentiel, qui soit au niveau des entreprises, des candidats, mais même en fait de l'information, le fait, si on veut recruter, de poster des offres d'emploi sur un job board, aussi bon soit-il comme l'est celui d'Hello Work, n'est pas suffisant pour avoir une stratégie de recrutement complète. Et du coup, ce qu'on observe, et en fait, c'est le panel des solutions du groupe Hello Work qui représente cette tendance de marché, c'est effectivement le fait que c'est essentiel de développer sa marque employeur à côté pour donner une histoire, avoir une vraie histoire à raconter aux candidats pour se démarquer face à X employeurs qui sont d'autant plus, même X au carré maintenant, parce que grâce à l'IA, les candidats arrivent à postuler à 10 fois plus d'offres en un seul clic qu'ils ne le faisaient avant. Donc l'affect, quand c'est dans une recherche d'emploi plus que d'une recherche d'emploi dans cette entreprise, il est encore moins développé qu'avant à l'ère de l'IA. Donc il faut savoir raconter la bonne histoire. Et là où nous, on va aussi intervenir là-dessus, c'est par le fait qu'on va, en mobilisant les collaborateurs ou les membres de l'organisation comme des ambassadeurs, en fait, on va donner un maximum de chance à ce qu'on considère être la publicité la plus performante pour l'entreprise, la plus authentique. C'est celle qui est relayée par les collaborateurs eux-mêmes qui font partie de l'organisation. Et on considère que c'est un investissement qui est bien meilleur que celui d'acheter une publicité payante, donc il faut le maximiser avant même le reste. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le fait de diffuser en tant qu'inconnu une offre d'emploi n'est plus suffisant. Il faut identifier ses atouts, il faut les communiquer, et pour ça, en fait, il y a plein de moyens. Et après, c'est du média traditionnel, hein. Ça va être des blogs, des pages employeurs sur des sites qui ont beaucoup de référencement. Vous connaissez certainement Hello Work, un blog de ce point de vue-là, Welcome to the Jungle, qui a été très à la mode pendant quelques années, et qui l'est toujours d'ailleurs. Et du coup, après, à titre personnel, sur l'IA, je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon expérience personnelle, mais ça, je vais prendre un peu moins de temps, parce que je suis une petite organisation, Basile, on est une trentaine seulement. Mais j'ai remarqué, entre le moment où je recrutais moi et les forces que j'avais identifiées des opportunités qu'on présentait de l'organisation, un écart avec ce que ça devenait naturellement par l'intégration et la vie qu'il prenait dans l'entreprise, dans mes équipes et dans les équipes de mes autres associés. Et du coup, effectivement, je pense que l'IA va pouvoir avoir ce côté intéressant de faire en sorte que identifier ses atouts soit plus un travail qu'on fait une fois tous les 10 ans et qu'on fait dans une approche soit focus group, soit vraiment assez top-down, et va pouvoir, par le fait qu'elle va pouvoir gérer du conversationnel avec beaucoup de monde, surtout pour les grandes organisations, être l'objet d'un échange évolutif avec l'ensemble des collaborateurs qui composent cette organisation et qui en font la force. Voilà. Merci. Alors pour rebondir sur ce que vous dites, moi j'aime bien quand je suis chez des clients et que je travaille sur leur marque employeur, et on organise en fait des groupes collaboratifs avec des récents embauchés, et puis après avec des collaborateurs de tous âges, tous sites et toute ancienneté. Mais pour les récents embauchés, quand on leur pose la question finalement, qu'est-ce qui vous a amené à signer dans votre entreprise? Donc c'est là qu'on voit le bon travail ou pas de la boîte en matière de promesses et en matière de communication de sa promesse. Et puis une deuxième question qu'on aime bien poser, c'est finalement le week-end, quand vous êtes chez vos amis, dans votre famille, est-ce que vous parlez de votre job? Et je peux vous garantir que sur l'ensemble des entreprises qu'on a accompagnées là-dessus, il y en a eu beaucoup, il y a très peu de collaborateurs qui nous disent « oui, on en parle ». Et en fait, ça reboucle avec les ambassadeurs. Et la solution que vous proposez, et puis ce que vous faites activement chez Capifrance, c'est que si on ne donne pas envie aux gens de parler de leur job à l'extérieur du boulot, eh ben c'est fichu. Donc comment on crée cette envie, comment on les fidélise, voilà, c'est tout le propre de la question. Et donc là, il y a de l'humain, il n'y a pas de l'IA finalement. Alors je ne sais pas si vous voulez... Si, en fait, nous, ce qu'on appelle la cooptation, le parrainage, c'est central pour nous, parce qu'en fait, déjà par rapport à notre activité, l'immobilier, c'est un métier de proximité. Donc, il vaut mieux être le spécialiste de son quartier que le généraliste de son département.
Et en fait, on encourage beaucoup nos conseillers à travailler en synergie avec leurs collègues ou avec des confrères ou des consoeurs. Et l'idée, c'est qu'ils choisissent en fait aussi leurs collègues. Donc il peut y avoir des incentives pour les mobiliser et les motiver à faire des choses, mais il y a leur propre intérêt à se dire je vais mailler autour de moi un territoire avec des gens que je connais, que j'ai choisis, que j'ai même peut-être accompagnés, et ça c'est très très efficace. Voilà. Donc c'était le postulat de départ. Et puis évidemment que nous considérons depuis toujours que nos meilleurs ambassadeurs sont nos conseillères et nos conseillers. Ils font le job tous les jours. Ils utilisent la boîte à outils, le Capi France, donc ils savent comment ça fonctionne, et donc ils sont les plus à même à en parler. Et je crois que on est dans une activité et sans doute dans un modèle où les gens sont personnellement très impliqués dans leur métier. Et du coup, par rapport, je vous écoutais et je suis un peu embêté de savoir que les gens ne parlent pas le week-end de leur... Alors c'est bien qu'ils n'en parlent pas aussi tout le temps. Là, non je plus, parle tout secteur confondu, très peu. Je pense qu'on est dans une activité où les gens parlent. Parce que c'est un métier d'émotion, beaucoup. On dit souvent, alors c'est un peu une image d'Épinal, mais qu'on accompagne des projets de vie, mais c'est la réalité. Et du coup, il y a des projets de vie qui ne sont pas très intéressants, mais il y a aussi des projets de vie touchants. On voit des choses parfois incroyables. Et donc, ça se partage normalement. Et c'est comme ça qu'on fait de la cooptation. Et puis, on est dans un secteur d'activité, on a cette chance qui, je sais pas si ça fascine, mais en tout cas, ça intéresse beaucoup. Le logement, ça touche tout le monde. Alors, beaucoup de gens ont une image d'Épinal de l'immobilier. On voit des femmes et des hommes en lunettes de soleil avec des cabriolets qui visitent des lofts. Bon, ça, c'est pas tout à fait la réalité du quotidien. Donc, c'est aussi notre rôle de ramener la réalité par rapport à ça. Parce que d'abord, ils oublient une chose, c'est que pour vendre le loft, il faut déjà le trouver, le loft, et l'avoir en commercialisation. Et donc, ça fait partie aussi de la promesse. Expliquer aux gens que c'est ça la réalité de ce métier. C'est un super métier, c'est pas simple tous les jours, il n'y a pas de récurrence, il y a l'ascenseur émotionnel, c'est effectivement très rémunérateur, mais il faut beaucoup travailler. Tout ça, il faut être très clair là-dessus. Et puis après, il y a qu'est-ce que nous, on va vous apporter pour réussir. Parce que pour réussir, il faut du travail, en général, il faut de l'envie, puis après, il faut des moyens. Et les moyens, ça, c'est nous. Merci Philippe. Concernant j'aurais envie de vous poser sur cette dernière partie sur les compétences. C'est un sujet qu'on a abordé hier dans une conférence de fin d'après-midi, une table ronde de fin d'après-midi. Je fais partie des ambassadeurs de l'IA dans le cadre du plan Oser l'IA du gouvernement. Et il faut savoir que la France est en retard sur l'adoption de l'IA. Quand on interroge les gens, 90% des gens vont déjà vous dire qu'ils ont utilisé au moins une fois ChatGPT. Ils savent poser une question, ils savent faire une recherche, ils savent demander à reformuler un mail ou un texte. Mais en dehors de ces usages professionnels, il n'y a pas énormément de choses à côté. Je parle toutes fonctions confondues et tous secteurs confondus. Et donc la compétence de l'IA aujourd'hui, c'est une compétence qui va être demandée, une compétence transverse, qui va être demandée, selon les études, on arrive jusqu'à 60% des chefs d'entreprise qui disent « Demain, je ne recruterai que des gens qui savent se servir de l'IA ». Mais savoir se servir de l'IA, c'est pas simplement appuyer sur un bouton magique ou avoir un logiciel qui fait tout. C'est pouvoir contextualiser, c'est pouvoir faire ses demandes, c'est pouvoir prompter, c'est pouvoir itérer avec l'IA, parce que les IA nous racontent aussi pas mal d'histoires quand on parle des IA génératives, et jusqu'à 40% d'hallucinations sur des chats GPT, il faut le savoir. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans vos entreprises respectives, comment l'IA est vécue par les salariés? Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est j'ai peur, ou ça va complètement changer mon métier et je veux pas trop en entendre parler, ou est-ce que c'est je suis prêt à l'adopter à condition qu'on m'explique et qu'on m'accompagne? Alors, donc chez Capi France, il y a deux populations. Il y a les collaborateurs au siège et puis il y a les conseillers sur le terrain. Les collaborateurs au siège, je pense qu'ils ont à peu près une moyenne d'âge de 30-32 ans. Donc eux, le digital, ils sont nés avec... J'allais dire, bon, ça reste entre nous, mais ils n'arrivent plus à... Enfin, ils n'arrivent plus. Ils auraient tendance à, dès qu'il y a un sujet, ils posent la question à ChatGPT.
Donc je pense qu'il faut qu'ils continuent de réfléchir par eux-mêmes aussi un peu, puis éventuellement qu'ils confirment ou qu'ils aillent chercher des réponses additionnelles grâce à l'intelligence artificielle. Et puis il y a nos conseillers qui, eux, ont une moyenne d'âge de 48 ans. Donc eux, ils ne sont pas natifs digitaux, hein. Ils ne sont pas nés avec un smartphone dans la main. Donc dans cette population, il y a des niveaux très hétérogènes. Je ne parle même pas de maîtrise de l'IA, du digital tout simplement. Donc c'est notre responsabilité aussi de les accompagner, de les former sur ces outils qui sont fort heureusement bien conçus, très intuitifs, mais comme tous les outils, il faut s'apprendre à s'en servir. Et puis l'IA, ça fait partie d'un processus de formation aussi, parce qu'il y a un petit côté excitant. Ici, ça fait 3 ans qu'on en parle, là ça commence à être structuré. Mais... Donc tout le monde y va de sa petite idée, de sa petite je transforme mes photos, mon texte d'annonce, c'est rigolo. Sauf que, vous l'avez très justement dit, Florence, attention, ChatGPT ne dit pas toujours la vérité, il faut faire attention. Nous, on travaille sur des... Là, quand c'est de la photo et du texte d'annonce, c'est pas très important, encore qu'on ne peut pas retirer des poteaux télégraphiques, des choses comme ça, parce qu'on ment aux clients. Et puis, on est sur un terrain aussi parfois juridique. Donc, nos conseillers sont tentés parfois d'aller poser des questions juridiques à ChatGPT, qui a toujours des réponses à faire, mais parfois qui sont fausses. Donc il faut aussi qu'on les éduque, donc on les équipe, on les forme et qu'on les éduque à bien utiliser l'IA. Il y a tous les systèmes gratuits dont on ne sait pas où vont les données, par exemple. Alors nous, on n'envoie pas des satellites dans l'espace, donc il n'y a pas vraiment de données très sensibles, mais quand même, il faut faire attention à ça. Donc c'est aussi toute une organisation qu'il faut mettre en place. Merci Philippe. Kane, de votre côté ? De mon côté, je vais parler avec mon expérience, mais elle est quand même assez spécifique parce que, déjà, nous, Basile, au sein d'HelloWork, on est une équipe jeune et pas très volumineuse, mais même HelloWork, avec ses 600 collaborateurs, a une moyenne d'âge autour de 30 ans. Et la moitié sont des commerciaux, la moitié sont des développeurs, si je dois schématiser les profils employés. Donc, ils sont très aptes à l'IA, pour le coup. Donc, c'est une organisation où, pour le coup, tout le monde est réceptif, quasiment, enfin en immense majorité. Tout le monde utilise dans ses aspects quotidiens. Mais même dans une génération, j'ai l'impression, c'est l'impression que ça donne dans une génération qui est très bienveillante vis-à-vis de cette technologie, ce qui n'est pas le cas forcément de tous. Eh bien, en fait, ce qui peine, c'est de voir les cas d'application concrets. Parce que, en fait, les LLM servent très bien à générer du texte. Donc, tout ce qui est créatif, ça paraît une évidence que quand il y a un travail répétitif ou qu'il y a eu un besoin d'information, c'est hyper simple et on peut se projeter même dans sa vie personnelle là-dessus. En revanche, c'est dans les gains en efficacité et les gains en qualité de travail au quotidien que c'est un peu plus nébuleux, mystérieux, même pour des gens qui sont encore beaucoup plus aptes que moi à appréhender ces outils. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que là, ça nécessite vraiment une marche en avant de l'entreprise, que le sujet soit porté comme il l'est par notre direction générale, avec des initiatives et des équipes dédiées qui sont, dont la mission est d'implanter des gains en performance ou des gains en qualité de service par l'IA. Donc c'est très important, je pense, de théâtraliser beaucoup ces mises en œuvre, de faire des feedbacks continus pour effectivement que toute l'organisation suive la marche en cours. Et puis aussi, je pense, enfin ça c'est un avis personnel, mais qu'on est qu'au tout début de la vraie application de l'IA dans la société, parce que l'IA agentique est beaucoup plus récente que ne le sont les IA génératives. Et du coup, donc les IA agentiques, c'est sur la base de la réflexion de CLM, la prise d'action et de décision réelle sur des outils qu'on utilise aujourd'hui. Et ça, pour le coup, ça change des applications très simples qu'on peut trouver, ne serait-ce que vous et moi sur Internet, que ça va être dans le tri des emails qu'on reçoit, qui est absolument bluffant, dans la préparation de pré-réponses, de brouillons de réponses à tous les emails qu'on peut recevoir, même les plus complexes. Enfin, je pense que c'est par l'usage de cette seconde génération de la technologie qu'on va vraiment amorcer notre phase de transformation. Et je pense que l'adhésion sera assez grande, assez naturellement, parce que je trouve que c'est assez bluffant en termes de service au quotidien. Voilà. Merci. Pour conclure, j'avais envie de vous donner quelques chiffres qui nous ont été aussi donnés par l'État français, le gouvernement. L'année dernière, il y avait 8% de TPE et 13% de PME qui disaient faire usage de l'IA officiellement. En fait, il y a beaucoup plus de monde dans les entreprises qui utilisent l'IA, mais sous une forme cachée, ce qu'on appelle le shadow IA. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très dangereux parce qu'on ne sait pas, les gens n'ont pas été formés, on ne sait pas ce qu'ils mettent
dans leur demande de l'IA et surtout ce qu'ils confient comme type de document. Et là, ça pose problème. Donc il faut tout cet accompagnement. Donc ce chiffre-là, il a augmenté puisqu'aujourd'hui, on considère qu'il y a une TPE-PME sur 4, le dernier baromètre de France Numérique qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc une TPE-PME sur 4, je crois que vous avez des grands groupes dans votre filière, mais il y a aussi beaucoup de TPE-PME. Et donc c'est là qu'il faut pousser et qu'il faut rassurer. Parce que c'est pas se dire, pour les gens, en fait l'IA va faire à notre place et on va être remplacé par l'IA. C'est on va être un humain augmenté, c'est ce terme qu'on emploie, et on va faire avec l'IA. Et c'est pas la peine de penser que tout forcément va être révolutionné, mais identifier 3, 4, 5 cas d'usage récurrents que vous allez utiliser dans votre métier qui vont faire gagner 15-20% de temps. Et comment ce temps-là va être réalloué au profit du client? Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que tous les métiers à connotation humaine, relations humaines, vont rester. En fait, c'est ça qui va primer. Et donc, cette relation humaine, qui est vraiment une compétence aujourd'hui qui va être très, très, très recherchée, et ce n'est pas une compétence qui s'acquiert comme ça, c'est le conseil client, c'est l'écoute du client, c'est savoir satisfaire, etc. Donc, les outils IA vont contribuer, mais c'est le collaborateur, la collaboratrice qui va faire la différence. Et donc ça, c'est très, très important dans la transformation, dans l'accompagnement du changement. Et quand je parlais de transformation culturelle, de le dire aux gens. Vous n'allez pas être remplacé par des IA, mais vous devez faire avec l'IA et vous devez vous consacrer sur des choses qui vont être complémentaires et travailler ça entre vous, avec vos entreprises. Il nous reste 1 minute 40. J'aurais envie de vous poser la question, vous, l'IA, tous les jours, vous l'utilisez comment ? Alors moi, je l'utilise assez peu pour tout vous dire, mais je suis pas un très bon élève. Mais je sais que mes équipes les utilisent en permanence. Je les utilise. Quand je l'utilise, c'est pour venir, comme je disais tout à l'heure, soit confirmer ce que je pensais, soit venir m'apporter un éclairage additionnel. Voilà. Mais je n'ai pas le réflexe, et c'est peut-être générationnel aussi d'ailleurs, dès que j'ai une problématique, une question, de poser la question à l'IA. Et pour moi, l'IA doit être au service de l'IH, de l'intelligence humaine. C'est comme ça que je vois les choses. Très bien dit. Alors pour ma part, ça va être beaucoup dans des questions de la vie courante. Bon, je pense vraiment tout et rien quand la question ne peut pas être aussi simplement posée à Google, même s'il faut quand même reconnaître que quand c'est le cas, il vaut mieux poser la question à Google ou à un autre moteur de recherche parce que c'est moins énergivore. Après, moi, là où je trouve que les applications sont directement très fortes, c'est dans la synthèse. Quand on fait face à un document complexe, long, et qu'on a besoin d'extraire des informations assez précises, là je trouve que c'est déjà assez bluffant. Et quand on a besoin aussi d'une expertise sur un sujet qu'on connaît très mal et qui pareil repose, je sais pas, ça peut être de l'urbanisme sur un PLU par exemple, il n'y a pas beaucoup plus gain de temps, je pense, direct que j'ai besoin de savoir si je me projette innocemment dans un cadre d'immobilier. Moi, c'est pas faux. Je suis conseiller, j'ai un bien en mandat, je veux savoir s'il y a une extension potentiellement à faire sur le terrain. En fait, ça, c'est un travail. Éplucher un PLU qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'il y en a un par commune, ça va être très long. Il faut trouver la bonne page dans les 80. Avec un LLM, ça prend 1 seconde 30, quoi. Donc, c'est ce genre d'usage, moi, que j'applique au quotidien. Merci beaucoup pour vos réponses, merci beaucoup pour vos témoignages également et j'espère que nos auditeurs auront avancé dans la compréhension justement de l'IA et de l'humain. Et merci à tous. Merci à vous. Merci, bonne journée.